Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'allocution de mardi d'Emmanuel Macron puisqu'il y a plein de choses à dire. L'alibi en fait d'Emmanuel Macron, où le motif était soi-disant pour faire un point sur la crise sanitaire. Alors il en a parlé certes au début, on va revenir dessus, mais globalement en gros, cette allocution était absolument lunaire parce qu'on a assisté à un discours de campagne plein d'autosatisfaction et avec plein de ce qu'on va appeler des contre-vérités, des fausses informations. Et c'est là-dessus sur quoi je veux revenir quelque part pour, comme on dit maintenant, débunker cette allocution d'Emmanuel Macron. Alors, évidemment, il a commencé par ce pourquoi il avait convoqué les journalistes et une majorité de Français devant leur poste de télévision, c'était au niveau de la crise sanitaire. Et même là-dessus, en fin de compte, il a raconté beaucoup de contre-vérités. Alors, qu'est-ce qu'il nous a expliqué ? Déjà, il a commencé par une affirmation qui était pour le moins surprenante quand on s'intéresse au sujet. Il a dit finalement qu'on allait être sous pression du Covid et sous menace jusqu'à en fait ce que la population mondiale entière soit vaccinée, ce qui arrêterait l'épidémie. Ça n'a absolument aucun sens en fait quand on regarde les chiffres et quand on étudie la question. Évidemment, il y a des épidémies qui ont été arrêtées grâce à la vaccination, mais c'était le cas pour des vaccins dits stérilisants, comme le vaccin par exemple sur la variole. Or, quand on regarde les chiffres, et moi j'aime beaucoup regarder les chiffres au Royaume-Uni, puisque contrairement à ce qu'on voit en France, il y a une vraie transparence sur les chiffres, sur les cas, les personnes vaccinées, non vaccinées, les tranches d'âge, etc. Et en fait, quand on regarde les chiffres au Royaume-Uni, on voit que, surtout à partir de 30 ans, la circulation et les cas sont exactement les mêmes en proportion, donc rapportés à la population, que les personnes soient vaccinées ou non. Donc on voit que ce vaccin est très très peu efficace contre la circulation du virus et ce n'est pas la vaccination qui va éradiquer en fait le virus. Ce qu'on voit en revanche et ce qui est observé, il faut le souligner, d'où le bénéfice, risque et les avantages de la vaccination, c'est qu'en revanche, quand on regarde les hospitalisations ou quand on regarde les décès, là oui on voit une efficacité du vaccin, encore une fois, rapportée à la population, puisque c'est ce qui fait sens. Mais de croire que en vaccinant la population mondiale, l'épidémie s'arrêtera, c'est absolument stupide. C'est un petit peu comme si Emmanuel Macron nous disait que si tout le monde allait se vacciner contre la grippe, avec le vaccin pour la grippe qui a à peu près les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'il n'est pas stérilisant non plus, on va arrêter la grippe partout dans le monde. Ça n'a absolument aucun sens et non, malheureusement, le Covid va continuer à circuler. Autre point sur la crise sanitaire, il y a une énième incohérence, un énième mensonge en fait d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron, puisque rappelez-vous, le 26 août 2021, l'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. D'ailleurs, de la même façon qu'en avril, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait jamais de pass sanitaire, on a eu le pass sanitaire, et là, qu'est-ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ? Il a annoncé que le pass sanitaire resterait valide pour les plus de 65 ans uniquement s'ils faisaient leur troisième dose, et il a annoncé également l'ouverture à la vaccination pour les personnes en tranche d'âge entre 50 et 64 ans. Donc on peut imaginer, évidemment, suivant cette logique, que le pass sanitaire sera encore actif pour cette tranche d'âge à partir peut-être de février-mars que s'il y a la troisième dose. Et la même chose pour les autres populations. Donc encore un mensonge et une incohérence du gouvernement. Alors ensuite, il y a encore l'autosatisfaction permanente d'Emmanuel Macron, qui explique en fait, si on l'écoute, que la France a géré la crise de façon admirable, que limite c'était un leader dans le monde et en Europe, sauf que quand on regarde, et notamment en particulier sur l'année 2020, la France était un des pays les moins bien classés au niveau de la gestion de la crise sanitaire, donc là encore, mensonge et autosatisfaction complètement délirante. Il a ensuite aussi expliqué, là aussi, sans la moindre preuve scientifique, que la France contenait en gros le nombre de cas par rapport à d'autres pays grâce au pass sanitaire, quand bien même, comme je le montre avec les chiffres du Royaume-Uni, la circulation n'est que peu empêchée en fait par la vaccination, et donc c'est un argument absolument fallacieux qui n'est basé sur la moindre preuve scientifique. Donc voilà pour son volet sanitaire qui en tenait déjà une certaine couche, si on peut dire ainsi. Et après, il est directement passé, en gros, dans son limite un bilan du quinquennat,
et ce qu'on peut appeler une campagne de promotion pour les élections présidentielles financée par le contribuable et finalement les téléspectateurs convoqués à tort pour la crise sanitaire qui ont reçu un meeting de campagne d'Emmanuel Macron à l'insu de leur plein gré. Alors là, il a fait une sorte de essentiellement bilan économique, et son bilan économique a été complètement délirant, que ce soit sur la croissance, que ce soit sur la dette, que ce soit sur le pouvoir d'achat ou sur le chômage, et je vais revenir sur ces différents points. Sur la croissance, alors là, c'était l'explosion, c'est-à-dire évidemment la France va avoir une forte croissance en 2021, c'est à peu près 6,25%, et il y en a qui n'en peuvent plus en disant c'est le plus gros taux de croissance depuis 1969. Oui, forcément, parce qu'il y a eu une récession massive en 2020 de 8,3%, et donc ce n'est qu'un effet de rattrapage, il n'y a aucun miracle, aucune action prodigieuse du gouvernement. C'est même pire que ça, puisque si vous additionnez les 2 années, si vous prenez comme référence finalement fin 2019, on a encore 2020 et 2021, on a encore une baisse de PIB de 2,6%. Donc c'est plutôt une action qui est relativement médiocre, et d'autant plus que si la récession a été si forte en 2020 en France, c'est bien du fait des mesures qui ont été prises par ce gouvernement, notamment le confinement et autres, donc ils sont responsables de cette récession, et après ils vont hurler de joie quand il y a une croissance qui est plus forte. Donc c'est un rattrapage qui est absolument normal. Quand vous prenez maintenant la dette publique, il faut se pincer. En fait, il essaye de nous dire qu'on a su protéger les Français et l'endettement aurait très peu augmenté. Mais c'est se moquer du monde. L'endettement sur le quinquennat d'Emmanuel Macron aura augmenté de plus de 500 milliards d'euros. Et si vous prenez en pourcentage du PIB, on sera passé grosso modo au deuxième trimestre 2017 à la projection fin d'année 2021 de 101% du PIB au niveau des publics à près de 117%, donc une hausse de 16 points, c'est absolument colossal et on n'a jamais vu une telle hausse depuis la crise de 2008. Et la crise de 2008, il faut le rappeler, a eu des conséquences beaucoup plus importantes que celles du Covid sur le plan économique. Et donc l'endettement créé par le gouvernement d'Emmanuel Macron est pire. Voilà encore ce qu'il appelait un résultat extraordinaire. Il y a eu ensuite la partie du pouvoir d'achat, mais là il faut se pincer pour y croire. Enfin, quand on sait, il ose affirmer que le pouvoir d'achat des Français aurait augmenté. Et là, je pense qu'on ne vit pas sur la même planète et que Emmanuel Macron ne vit pas dans un pays qui s'appelle la France quand on regarde ça. Les salaires ont augmenté de façon très modeste en France en 2021, c'est 1,4%. Et dans le même temps, vous voyez, et tous les Français le voient, l'inflation qui explose. Vous avez une inflation en octobre qui est de 3,2%, et encore qu'on sait que c'est largement sous-évalué, puisque l'indice de l'INSEE, par exemple, ne compte un pourcentage très faible de l'ordre de 6% pour le logement, alors que c'est bien plus en réalité dans les dépenses des Français. Donc non, il y a eu en fait une perte de pouvoir d'achat pour 90% des Français, et les Français ont dû halluciner en entendant ce discours d'Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que pour une majorité de Français, le 10 du mois, il leur reste que 55 € pour vivre. Donc quand vous avez Emmanuel Macron qui est là, tout sourire, à leur dire « Regardez notre action, le pouvoir d'achat a augmenté », je pense que les Français ne sont pas dupes d'une telle manipulation malhonnête des chiffres. Il y a eu ensuite le chômage, et je vais revenir en fait sur le chômage qui a été quand même une bonne partie de son intervention et qui m'a paru assez répugnant et méprisant. Déjà, il affirme là aussi que le chômage aurait baissé de façon extraordinaire, que ce serait du jamais vu. Bon, évidemment, quand il y avait plein de gens qui étaient au chômage du fait de la baisse d'activité en 2020, vous avez un petit rebond au niveau de l'emploi, mais il est relativement modeste. Et surtout, là où il y a manipulation, c'est que Emmanuel Macron n'emploie que les chiffres, en gros, de la fameuse catégorie A de Pôle emploi, mais il oublie qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont inscrits à Pôle emploi et que la catégorie A n'est qu'une partie du chômage, puisqu'il y a plein de gens qui ont une autre forme de chômage ou qui sont en presque chômage. Or, quand vous prenez toutes les catégories de Pôle emploi, ce n'est pas 3 millions de chômeurs que vous avez, c'est quasiment 6,7 millions de chômeurs en France, c'est absolument colossal. Or, Emmanuel Macron a fait quelque chose d'assez ignoble, c'est-à-dire que il a justifié en fait, et il a réaffirmé sa réforme de l'assurance chômage en disant qu'il fallait aller plus loin. Enfin, quand je dis sa réforme,
c'est celle qui est exigée par l'Union européenne, mais en disant qu'il fallait aller plus loin. En gros, comme on était quasiment en plein emploi, ce serait un scandale en fait, c'est un scandale que les offres non pourvues ne trouvent pas justement de personnes qui postulent. Mais c'est d'un cynisme et d'une mauvaise foi absolument répugnante. Comme j'ai dit, 6,6 millions de chômeurs, 6,7, mais en fait, c'est même plus important en réalité que cela, puisque vous savez très bien qu'il y a en plus une manipulation, parce qu'il y a des gens qui sont radiés et qui n'apparaissent plus en fait dans aucune statistique, ils ne sont plus inscrits au chômage. Or, quand vous prenez la population active, la population en âge de travailler, il y a un peu plus de 29 millions de personnes, le taux d'emploi en France n'est que de 67%. Et donc en réalité, vous avez environ 9,7 millions de personnes qui sont en âge de travailler et qui ne travaillent pas. Alors évidemment, vous allez me dire, certes, il y a des femmes au foyer, par exemple, qui ne veulent pas travailler, il y a des gens qui sont déjà en pré-retraite ou en retraite à ces âges-là, donc il faut les enlever. Mais ça veut dire quand même, parce qu'il y a ces gens-là, comme je vous l'ai dit, qui ont été radiés, que la réalité du chômage en France, c'est entre ces 6,7 et ces 9,7 millions de personnes. Donc c'est absolument colossal le chômage réel qu'il y a dans ce pays. Et en face de ça, vous avez seulement 200 000 offres non pourvues par an. 200 000. Et il faut savoir qu'en face de ces 200 000, vous avez 90% de gens qui candidatent. Et or, ça ne se fait pas soit parce que l'entreprise retire l'offre, soit parce que l'entreprise considère que les personnes qui ont postulé n'ont pas les compétences pour le poste, mais il y a des gens en fait qui candidatent à ces offres non pourvues. Et donc en fait, Emmanuel Macron, de façon ignoble, essaye de diviser les Français, de les dresser les uns contre les autres, et de faire croire en gros que les chômeurs seraient des fainéants, et donc il faut couper les aides, parce que c'est juste parce qu'ils ont des aides qu'ils ne veulent pas d'emploi. Donc c'est faux, c'est cynique, et c'est absolument dégueulasse. C'est d'autant plus dégueulasse en fait que cette réforme, qui veut faire passer comme sa réforme, qui serait juste, puisqu'il faut valoriser le travail, et combien même, en fait, la problématique n'est pas une problématique de chômeurs fainéants, c'est une problématique, en fait, que l'économie française, et donc sa responsabilité, l'économie française ne crée pas assez d'emplois pour la masse de chômeurs, les 6,7 millions que vous avez en face, les 200 000 offres non pourvues, comme je l'ai dit, c'est un petit peu un mythe déjà en soi, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux 6,7 millions que vous avez en face. C'est ça qu'il faut voir, évidemment, ça Emmanuel Macron ne le dit pas. Et c'est d'autant plus cynique, petit bras, minable de sa part, que en réalité, cette réforme de l'assurance chômage dont il parle, elle est exigée par l'Union européenne. Et c'est la même chose que la réforme des retraites qu'il a évoquée. Il a déjà annoncé d'ailleurs dans son allocution, dans son discours, que cette réforme des retraites, il la met en pause pour des raisons que vous comprenez bien, électoralistes, mais cette réforme des retraites aura lieu en 2022. Puisque aussi bien la réforme des retraites que celle de l'assurance chômage sont exigés par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance de l'Union européenne. J'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet, donc si vous voulez pousser, même si je m'en parle un tout petit peu, vous pouvez aller sur cette vidéo. Elle est disponible et elle est en lien en description. Mais dans cette vidéo, en réalité, qu'est-ce que j'explique? C'est ce lien direct en fait entre réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage et ce fameux plan de relance de l'Union européenne. Vous le voyez à plusieurs égards. Déjà, il y a tout un tas de journalistes et de politiciens qui font la propagande de l'Union européenne de style Clément Beaune qui essaieraient de nous dire que non, ça n'a rien à voir, les deux réformes n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Bon, quand on regarde l'accord de l'Union européenne pour le plan de relance, c'est mis explicitement dedans que ça sera conditionné justement au respect des dites recommandations de l'Union européenne. Vous savez que les recommandations économiques de l'Union européenne sont les fameuses grandes orientations des politiques économiques. Et dans un communiqué de presse, d'ailleurs postérieur, la Commission européenne a été plus précise en disant que ça s'inspirait particulièrement des recommandations de 2019 et 2020. Or, si on regarde les recommandations de ces époques-là, ou même des recommandations passées pour l'assurance chômage, vous voyez que pour les retraites, la réforme des retraites est bien inscrite dans ces recommandations, et c'est la même chose d'ailleurs pour celle de l'assurance chômage. Et on peut aller encore plus loin. Quand vous regardez le programme national de réforme et de résilience, qui est le document envoyé par le gouvernement français pour obtenir ce plan de relance de l'Union européenne, eh bien, à la fois la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites sont inscrites dedans. Donc les deux, en fait, sont des demandes explicites de l'Union européenne, et il y a une sorte de voile pudique en France là-dessus, tant des médias, des politiques.
Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans tous les pays, puisque vous avez eu hier, d'ailleurs c'est sorti par le grand quotidien espagnol El País, mais j'en avais déjà parlé dans cette vidéo, puisque même le ministre des Affaires sociales en avait parlé à l'époque dans l'autre grand quotidien El Mundo, et c'est dans la vidéo, mais hier, il a été mis explicitement que l'Union européenne exigeait à l'Espagne, pour obtenir les fonds, que, en gros, la période, vous savez, de calcul des retraites soit allongé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, vous savez que normalement, on est mieux payé lors de ces dernières années, ou si vous prenez les 10 ou 15 dernières années comme base de calcul des retraites, vous avez une retraite plus importante. Si vous l'élargissez à 25 ou 30 ans, donc une période où vous êtes plus jeune et vous êtes moins bien payé, eh bien vous baissez mécaniquement le montant des retraites versées. Et ça, en Espagne, c'est dit explicitement, c'est une demande de l'Union européenne, une exigence de l'Union européenne pour obtenir ce fonds de relance. Donc voilà la réalité, le cynisme délirant d'Emmanuel Macron, tant sur la réforme de l'assurance chômage que sur cette réforme des retraites qui aura lieu, quoi qu'il arrive, en 2022, si vous votez pour des candidats qui ne veulent pas reprendre le contrôle, si vous votez pour des candidats qui n'ont pas, à minima, un référendum sur votre appartenance à l'Union européenne dans leur programme. Alors, la dernière partie de ça, enfin il y avait d'autres parties, il y a eu une partie spécifiquement justement sur l'Union européenne, dans laquelle évidemment il ne parle pas des réformes demandées, mais il évoquait le fait que la France allait prendre la présidence tournante de l'Union européenne, et là, c'était aussi une autosatisfaction en disant que c'était formidable et que l'Union européenne était bien sûr un atout pour la France. Et pour expliquer ça, il a quand même osé sortir le mensonge énorme, qui est le suivant. Il a dit que c'est grâce à l'Union européenne que la France avait eu des doses de vaccins rapidement. Bon, là c'est quand même assez énorme, j'ai débunké ça un nombre de fois incalculable. C'est l'inverse, en fait, qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai, parce que si on prend un pays qui a repris le contrôle et qui est indépendant comme le Royaume-Uni, ils ont commencé la vaccination et ils ont eu des doses de façon bien plus massive avant les pays de l'Union européenne. Et pour cause, parce que quand vous lisez, il faut écouter ce que disent ces gens-là, quand vous lisez les déclarations des PDG de AstraZeneca et de Moderna, ils disent tout l'inverse en fait de ce que dit Emmanuel Macron, donc c'est la preuve concrète que là aussi c'est un mensonge énorme, un mensonge de propagande pour l'Union européenne. C'est simple, le PDG de Moderna, lui, il explique très clairement en fait qu'au début il y avait des négociations, il explique ça dans le journal L'Express, qu'il y avait des négociations qui étaient entamées dès le printemps 2020 avec la France, qui étaient très bien engagées, tant au niveau commercial, technique et autres. Et sauf qu'il a été décidé de passer le bébé, de passer le dossier au niveau de l'Union européenne, et là c'est ce qu'il dit, il s'est rien passé pendant 3 mois, ils ont repris les discussions, et la signature, ça n'a été signée qu'à l'automne, et le PDG d'AstraZeneca dit lui, en fait, que l'Union européenne avait tout simplement 2 à 3 mois de retard sur le Royaume-Uni, et était beaucoup plus lente dans la négociation, donc c'est au contraire à cause de l'Union européenne que la France a eu des doses bien plus tard, donc là, énorme mensonge d'Emmanuel Macron. Alors, il faut quand même souligner la seule chose positive du discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a dit qu'il y avait un projet de construction de réacteurs nucléaires, ce qui est très bien, tant d'un point de vue de la souveraineté de la France, tant d'un point de vue du coût énergétique en France, que d'un point de vue d'émissions de CO2, c'est une très bonne nouvelle. Et si vous voulez un peu plus creuser ce sujet énergétique, j'en parle notamment dans ma vidéo sur la COP26, que vous trouverez là aussi en description, mais c'est une très bonne nouvelle, mais ça montre là aussi toute l'absence de colonne vertébrale d'Emmanuel Macron, puisque c'est le même, décision prise certes sous François Hollande, mais c'est le même qui a confirmé et qui a mis en œuvre la fermeture des réacteurs nucléaires de Fessenheim, donc que de temps perdu. Très bonne nouvelle, mais que de temps perdu. Et j'ajouterai aussi que malheureusement, pour le moment, ça reste une déclaration très vague, et on n'a pas de chiffres concrets sur le nombre de réacteurs, le lieu, ça reste un projet très vague. Il n'est pas exclu qu'ils reviennent dessus dans un énième en même temps, si jamais il était réélu, mais on peut au moins mettre à son crédit cette bonne nouvelle. Et enfin, c'est un petit peu la conclusion de son allocution qui montre qu'il était clairement dans une sorte de discours de campagne absolument lunaire, puisqu'il a quand même eu le cynisme là aussi de finir sur un espèce de slogan affiché qui sera peut-être, sait-on jamais, son slogan de campagne pour 2022, où il osait dire, après avoir fait l'apologie éhontée de l'Union européenne, il nous disait « il faut croire en la France ». Mais moi, un tel niveau de cynisme, en fait, quand on voit toutes les paroles, les actions d'Emmanuel Macron, qui sont au contraire
un détricotage de la France au profit de l'Union européenne. Son slogan de campagne ou même son slogan de ce discours, ça ne devrait pas être « croire en la France », ça devrait être « croire en l'Europe ». Et en fait, ça fait un peu réchauffer, vous savez, de cette affiche aussi de campagne, parce que ça a déjà été utilisé par Édouard Balladur, qui avait le slogan « croire en la France », qui était lui aussi quelqu'un de très européiste comme Emmanuel Macron. Donc c'est le comble du cynisme quand on détruit la France au profit de l'Union européenne, de dire qu'il faut croire en la France et de faire cette sorte d'injonction aux Français, ça ne tient pas la route. Et ça m'a rappelé, je parlais de la COP26 dans cette vidéo de bal des faux culs, on a vu un autre bal des faux culs en fait, à colomber les deux églises, vous savez, pour l'anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. On a vu là aussi un défilé pour le moins surprenant de cynisme de gens qui sont absolument à l'antipode en fait des valeurs du général de Gaulle. Il y avait Clément Beaune qui osait dire c'est pas normal que telle personne aille se recueillir devant le général de Gaulle. Je rappelle que Clément Beaune, Emmanuel Macron et Jean Castex qui étaient sur place, ce sont les héritiers des européistes centristes qui étaient les ennemis même du général de Gaulle. En fait, ce sont les héritiers de Jean Monnet, ces gens-là. Ils osent se dire, faire croire qu'ils seraient gaullistes, et c'est une indécence absolument inouïe de voir ces gens-là sur la tombe et devant la tombe du général de Gaulle. Il y a eu aussi Anne Hidalgo, alors c'est peut-être découvert des racines gaullistes, mais c'est là, se moquer du monde. Quand vous voyez Jean Castex et Anne Hidalgo à colomber les deux églises, la récupération est absolument minable. Et il y a eu évidemment, pareil, les candidats LR qui sont censés être les héritiers du gaullisme, mais on sait très bien que LR, c'est tout le contraire, a trahi le gaullisme, a trahi notamment le gaullisme lors du référendum de 2005, en faisant après passer le traité de Lisbonne en 2008, et donc vous aviez Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou le commissaire européen Michel Barnier, donc l'antipode, en fait, les technocrates que haïssait le général de Gaulle, qui se retrouvaient là à se dire plus gaulliste que gaulliste. Donc se croire en la France, en fait, m'a rappelé ce niveau de cynisme qui était à peu près le même, qui était absolument délirant. C'est le même d'ailleurs Emmanuel Macron qui se dit croire en la France, qui va décorer Angela Merkel de la Légion d'honneur, la même Angela Merkel et l'Allemagne, qui quand on parle du nucléaire comme on faisait avant, a encore réaffirmé hier qu'il ne voulait pas que la taxonomie européenne inclue le nucléaire, et donc qu'ils se battent contre les intérêts de la France. Quelqu'un qui se bat contre les intérêts de la France comme l'Allemagne et comme Angela Merkel, Emmanuel Macron, lui, va la décorer de la Légion d'honneur au motif grotesque de sa longévité à la tête de l'Allemagne. Mais sa longévité à la tête de l'Allemagne, qui n'a cessé de tailler des croupières à la France, ce n'est pas un service rendu à la France, c'est tout le contraire. Donc là encore, Emmanuel Macron, absolument minable. Écoutez, je pense, en tout cas, que cette allocution méritait un décryptage comme ceci, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à mettre un pouce vers le haut, c'est très important, à commenter cette vidéo pour le référencement, et bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne, mettez même la cloche si vous voulez être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortent. Là aussi, c'est très important pour le référencement, la visibilité de cette chaîne et la diffusion évidemment de nos idées. Et si vous êtes d'accord avec cette idée, bien entendu avec toutes ces idées, je vous invite à adhérer à Génération Frexit pour défendre cette idée. C'est fondamental, notamment avec toutes les échéances politiques qui arrivent pour influencer, pour obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Donc adhérez à Génération Frexit, le lien est en bas en description. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.